pour une Voilà, fois. c'est quand tu veux. Alors, on va y aller. Ouais, alors j'ai fait un petit truc au débeauté parce que je voulais écrire des slides et tout, et c'était naze. Alors, je vais faire ça un petit peu au fil de l'eau. J'ai préparé une petite intro dans Compiler Explorer parce que sinon, voilà. Et puis, il y aura, après cette intro, je vais rentrer dans le vif du sujet et on va essayer de coder un truc à la main, en live, et j'aurai l'air ridicule, mais c'est bon. Voilà. Alors, je sais plus ce que c'était le titre de mon talk. Je sais même plus, tu vois. Je pose des trucs et je sais plus. Mais le truc, c'était qu'on allait parler de type opaque, d'accord, de opaque types, qui est un terme un petit peu, comment dire, les gens l'utilisent un peu à tort et à travers, mais on va essayer d'en donner une définition sympathique et d'essayer de mettre en place une implémentation que j'aime bien, qui est l'implémentation de Sean Parent. Et du coup, les gens pourront découvrir que Sean Parent ne fait pas partie que d'une collection de mèmes sur STD Partition et STD Rotate. Il a fait aussi d'autres choses. Alors, les types opaques, c'est quelque chose dont on va discuter dans le contexte du polymorphisme avec un grand P. Alors, tout d'abord, super première présentation. C'est tout ce que j'aime bien entendre sur le sujet. Le polymorphisme, souvent les gens, ils ont tendance à en avoir une vision extrêmement réduite. Le polymorphisme, c'est je vais faire des fonctions virtuelles, etc. Le polymorphisme, en général, c'est plus que ça. C'est la capacité d'une fonction à adapter son comportement vis-à-vis du type ou des types de ses paramètres. Et du coup, ce que je considère comme étant une erreur classique dans le design, c'est de se dire, si je veux du polymorphisme, je dois faire du polymorphisme dynamique, je vais devoir mettre des virtuals, etc. Me frotter aux problèmes que Luc a très bien évoqués en première partie. En fait, il y a plus que ça. Et traditionnellement, les termes qu'on retrouve, il y a deux grandes familles de comportements polymorphes. Il y a d'abord le polymorphisme ad hoc. Il est ad hoc parce qu'il va associer un fragment de code, une implémentation à un type. Et du coup, si j'ai besoin d'avoir deux comportements différents pour deux types différents, j'écris deux codes, trois codes, quatre codes, etc. Et du coup, ça a cette petite problématique de prendre un peu de place très rapidement. Et c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, en fait, parce que la surcharge de fonction, c'est du polymorphisme ad hoc. Ouais. Alors bon, prendre un exemple un peu arbitraire, ça scroll, c'est bon. Voilà, j'ai deux types de messages. Un simple, un pas simple, et puis j'ai une fonction serialize pour le message simple, elle fait des trucs. Voilà, elle génère un vecteur de bytes. Voilà. Et puis j'en ai une deuxième pour le deuxième type. Et du coup, je peux appeler serialize sur le premier ou le deuxième type. Et du coup, ça va faire ce qu'il faut en fonction du type de l'objet. C'est un polymorphisme que les gens n'ont pas tendance à considérer en tant que tel. Pour eux, c'est souvent un outil parmi d'autres pour juste simplifier la vie, mais c'est du polymorphisme. Et souvent, ce que j'aime bien dire aux gens, c'est que si vous avez pas beaucoup de types, et surtout c'est que la quantité de types n'est pas amenée à grandir, et que vous avez un nombre raisonnable de fonctions, ça suffit souvent de faire 3-4 petits types concrets, les fonctions surchargées qui vont bien, et puis on est parti. Bon. Ça, c'est la première version du polymorphisme. On fait du polymorphisme ad hoc. Tout le monde a plus ou moins l'habitude de faire ça. Ensuite, on a le polymorphisme dit universel, qui lui va associer une implémentation à une infinité entre guillemets de types, ou plus ou moins proprement, une famille de types va être traitable par une seule implémentation. Alors ça, c'est le grand classique, c'est le polymorphisme dynamique à base de fonctions virtuelles, et c'est aussi les templates, puisqu'on va pouvoir dire, voilà, tous les types T, je sais faire un truc avec. Alors, le polymorphisme universel, bien sûr, on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus puissant que le polymorphisme ad hoc en termes de, on va dire, de flexibilité dans un premier cas et dans un deuxième cas de facilité de maîtrise du code. Et si on prend le premier, le polymorphisme de template, souvent les gens s'en plaignent à tort ou à raison, parce que oui, soit c'est compliqué, soit quand c'est pas compliqué, c'est pas assez contraint, les gens ils vont passer n'importe quoi aux fonctions, ça va exploser, enfin tout ce que vous voulez. Il y a deux stratégies classiques pour régler ce problème-là. Il y a la stratégie, on va dire, canal historique, qui consiste à faire un truc qu'on appelle le CRTP. Le CRTP, c'est le Curiously Recursive
recursive template pattern. Là, c'est le pattern template récursif, curieusement. D'accord, on verra un peu comment ça marche. Qui est basé sur une espèce de stratégie d'émulation du polymorphisme dynamique qui va inverser au sein d'un ensemble de classes template la relation entre la classe de base et la classe dérivée pour faire semblant de faire du polymorphisme dynamique. Et à partir de C++20, on a surtout les concepts qui vont nous permettre de définir une interface au sens syntaxique qu'on va pouvoir vérifier lors de la résolution des surcharges. Alors, juste pour rappeler un peu aux gens à la tête que ça a, le CRTP, vous avez une classe qu'on va appeler la classe de base, qui prend en paramètre template un type dérivé. Il a la même interface que celle qu'on a envie d'avoir, et elle fait ce truc un peu bizarre qui consiste à rappeler la même interface sur un truc qui s'appelle self. Et self, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est je prends l'objet courant de type message de dérivé et je vais sauvagement le convertir en référence vers la classe derive. Et ça, j'ai le droit parce qu'en fait, les seuls objets de type message, ce sont ces trucs-là. Donc, c'est mes objets à moi qui ont un vrai comportement qui héritent de messages de leur propre type. Alors, c'est pour ça que c'est récursif, parce que vous voyez, c'est un truc qui se référence lui-même. C'est template parce qu'il y a des templates. Et c'est curieux parce que ce n'est pas un truc auquel on aurait pensé tout seul. Et ce qui se passe, c'est que lorsque je vais avoir une instance de celui-là et que j'appelle serialize dessus, je vais appeler directement cette fonction. Je peux en avoir une deuxième. Quand je vais appeler son serialize, je vais appeler cette fonction. C'est comme des types concrets. Par contre, je peux faire une fonction serialize de message de T. Alors, j'attends pas n'importe quel type template, j'attends un template de la forme message de quelque chose. Et là, lorsque je vais appeler ce serialize, je vais tomber là-dedans, tomber dans celui-là. Et je vais me transformer façon Sailor Moon dans le vrai type qui est ici. Et je vais ressauter depuis ce trampoline dans la bonne implémentation qui peut être celle-ci, ou n'importe quelle autre implémentation que j'aurais pu écrire. Donc ça, c'est une astuce classique, c'est vieux comme Hérode. C'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement quand vous avez envie de donner une espèce d'API de base au travers de l'API en fait de cette classe-là. Et que vous voulez donner une manière simple aux gens de dire voilà, moi je te donne 2 classes de messages, et puis si tu vas en faire un autre, je veux que tu écrives cette fonction et je veux que tu hérites de ça. Et automatiquement, tu pourras passer ton nouveau type à toutes les fonctions qui attendent des messages de trucs. Donc ça, c'est une première stratégie qui nous permet un petit peu de simplifier quelque chose qu'on a tendance auquel on ne réfléchit pas forcément, qui est la complexité lorsqu'on travaille dans un contexte polymorphe, de rajouter des nouveaux trucs. Alors, pas tant en tant que développeur, mais surtout en tant qu'utilisateur. C'est un grand classique dans pas mal de bibliothèques ou de frameworks de dire voilà, il se passe des choses et si vous voulez customiser le comportement de ceci ou de cela, vous devez hériter de telle classe ou vous devez suivre tel protocole d'appel. Et donc, ça fait partie des choses qu'on peut sortir pour faire ce genre de trucs-là. En C++20, comme je l'ai dit, on a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, qui est la notion de concept et qui va répondre en fait d'une autre manière à cette problématique de qu'est-ce que j'ai le droit de faire rentrer dans une fonction template auquel je m'attends à pouvoir appeler une certaine interface. Donc l'idée, c'est de définir une contrainte sur la syntaxe qui est vérifiable par le compilateur et qui va nous servir à trier, éliminer, classer des surcharges de fonctions template. Alors, ça, une syntaxe qui est un petit peu chelou. J'ai essayé d'en faire un pas trop compliqué ici, mais qui montre un peu la flexibilité de la chose. Donc là, j'ai un concept qui s'appelle serializable. Il est paramétré par un type message et il requiert que si vous me donnez un objet M de type référence vers un message constant, ce truc-là doit compiler. Derrière, je ne veux pas savoir ce qu'il fait, mais j'ai le droit de décrire m.serialize et, comment dire, bonus sur la chose, je veux aussi vérifier que ce qui sort de cette fonction, c'est quelque chose qui vérifie ce concept, c'est-à-dire que c'est le même type que vector de byte. Donc là, en gros, je viens de dire que m, je peux faire m.serialize et je m'attends à ce qui sort, ça soit un vector de byte. Et maintenant, je peux, alors là j'ai pris la version simpliste, je peux dire que ma fonction template, maintenant, elle attend quelque chose qui vérifie serialisable. Si je lui passe autre chose, le compilateur va couiner de manière plus ou moins, comment ça s'appelle, agréable. Et on va, comment ça s'appelle,
euh, pouvoir savoir si oui, non, les choses se sont bien passées ou pas bien passées. Alors, ça, on est quand même très dans la partie un petit peu encore statique, et on va un petit peu aller vers le polymorphisme un peu plus classique, les fonctions virtuelles. C'est quelque chose qui marche bien, il y a des pièges, mais on finit par les connaître, hein. Le destructeur virtuel, l'utilité de final, d'override, etc. Mais souvent, c'est quelque chose que les gens arrivent à maîtriser assez vite. Donc ici, si je fais le même exercice, encore une fois, hein, je pourrais avoir une interface de message, ça propose une fonction virtuelle serialize. Cette fonction virtuelle, elle est virtuelle pure, elle a le prototype qu'on a vu. J'ai mon petit destructeur virtuel parce que comme ça, je n'oublie pas. Et je vais hériter publiquement de ce truc-là dans mes petites classes. Et j'ai rebelote. Petit point que j'aime bien, hein, le mot-clé override, hein, qui va vous permettre d'éviter de vous tromper dans la spécification de vos surcharges de fonctions virtuelles. Là, si vous oubliez le compte, si vous ne mettez pas le bon type de sortie ou pas les bons paramètres, le compilateur va couiner, il va vous dire que il y a un truc et c'est pas surchargé. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est pouvoir passer des références ou prendre des pointeurs vers des messages d'interface et appeler le truc. Alors moi j'aime bien faire ça. Les gens oublient des fois qu'on a le droit de passer des objets polymorphes par référence. Ça permet un petit peu de simplifier la vie. Si je voulais être un petit peu, comment ça s'appelle, euh, un peu plus flexible, il y a aussi cette variante-là qui est classique. Voilà, je vais avoir un unique PTR de message interface et puis on est parti. Et par contre ici, bien évidemment, je fais un petit flèche. Bon. Par contre, on se rappelle, on est des gens bien, on ne traîne pas de, comment ça s'appelle, on ne traîne pas de pointeurs tout nus, hein. On les met dans une boîte, hein, que ce soit shared ou unique PTR, et unique PTR en priorité. Bon, déjà, ça fait pas mal de choses. La question, en fait, c'est est-ce qu'on peut faire mieux. En fait, ce qui serait cool, et pour une fois, ça va changer, je ne vais pas vous casser les pieds avec des histoires de performance, parce que oui, on le sait, l'appel d'une fonction virtuelle, ça coûte ce que ça coûte, il faut quand même que ce qui se passe dedans, ça couvre un peu le coût de la résolution, même si maintenant les compilateurs sont super bons à faire de la dévirtualisation autant qu'ils peuvent. C'est pas trop ça qui va nous intéresser. Le problème de demander aux gens d'avoir des classes qui héritent d'un truc et qui doivent surcharger une fonction et que ceci, cela, c'est qu'à un moment donné, ils vont mal le faire. Là, on a vu un peu tout à l'heure, hein, les gens vont se tromper, ils vont faire du slicing, ils vont oublier d'appeler un truc. Il y a aussi un autre phénomène qu'on appelle le symptôme de la classe de base fragile, qui fait que vous avez énormément de classes filles de votre interface, puis un jour elle change parce qu'elle doit changer. Et si c'est mal géré ce changement, mais vous avez des dizaines et des dizaines de trucs qui vont casser, et c'est un peu casse-pied. Alors il y a des patterns comme le pattern NVI, Non-Virtual Inheritance, qui sont là pour un peu maîtriser ça. Mais moi, ça m'a toujours paru un peu chelou. Et ça faisait partie des raisons pour lesquelles, en fait, à chaque fois qu'il fallait que je fasse des trucs avec du polymorphisme dynamique, mes yeux roulaient dans leurs orbites et j'allais faire autre chose. Euh, et j'ai découvert un truc récemment pour une tâche dont je parlerai un peu après, qui est la version, on va dire, une version plutôt pas mal de cette histoire de polymorphisme. La question est la suivante. Hop, on va ouvrir un deuxième petit Compiler Explorer avec le bon code et ça sera parfait. On s'en fout, ça. Hop là. Moi, ce que j'aimerais pouvoir écrire, on va commencer par ça. Pour tout ça, plap, 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 plap. Moi, ce que j'aimerais bien, ouais, on va s'arrêter là. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir écrire des. Quand j'ai besoin d'un nouveau type qui fait quelque chose, j'aimerais bien pouvoir l'écrire juste comme un type normal, en fait, au premier abord. D'accord. J'aimerais pouvoir écrire ça, en fait, parce que c'est fastoche, ça. Je sais écrire des structures et des classes avec ce genre d'interface. Ok, ça c'est ok. Je comprends ce qui se passe. Voilà. J'hérite de rien. Hop. Mais néanmoins, ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est dire, voilà, j'aimerais pouvoir avoir soit une collection, soit déterminer dynamiquement en fonction d'une valeur qui m'est donnée au runtime, si j'utilise l'un ou si j'utilise l'autre.
Alors ça, on a déjà un peu ce truc-là. On a déjà des trucs comme ça, hein. Dans le standard, on a stdni, par exemple, qui permet de dire j'ai une valeur X et je mets n'importe quoi dedans. Et puis j'ai tout un protocole chelou pour récupérer ce qui vient dedans. Il y a des choses un peu plus spécifiques. Il y a std fonction, par exemple. Std fonction, c'est quelque chose qui dit du moment où ce que tu me donnes, ça peut se comporter comme une fonction qui prend deux entiers, qui renvoie un float, moi je suis preneur. Bon. Tout ça, c'est des types opaques. C'est des types opaques parce qu'en fait, ils fournissent un service d'une certaine façon. Voilà. Il se passe des trucs derrière fonction, il se passe des trucs derrière any. C'est pas forcément simple, mais on n'a jamais accès proprement à quelle est la tambouille qu'il y a derrière. Il y en a d'autres, des types opaques, hein. Il y en a un que vous avez très certainement dû tous toucher un jour, hein. File étoile, c'est un type opaque. C'est un pointeur vers un truc qui fait des machins avec des fichiers. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne sais pas. Est-ce que ça m'intéresse de savoir ce qu'il y a dedans? Très certainement non. Bon. Et donc l'idée, c'est est-ce que je ne pourrais pas faire un truc? Est-ce qu'il n'y a pas une manière simple, simple dans le sens où je suis capable de l'apprendre et de la faire à la one again quand j'en ai besoin, de dire est-ce que je ne peux pas juste avoir une classe message dans laquelle en fait je pourrais coller ce que je veux du moment où ça a une tête de message. Et ensuite, moi, ce que je pourrais faire, c'est faire un truc du genre, hop la boum, j'ai un vecteur de message et tout est vachement bien, je vais pouvoir mettre les uns, les autres dedans, et j'ai pas à me poser de questions. L'autre chose que j'ai pas à faire, contrairement à ce qu'on pourrait faire avec d'autres trucs, parce que ça, je pourrais le faire avec un unique pointer vers ma message interface et ça serait très bien, c'est que j'ai pas besoin de faire d'allocation dynamique. Alors attention, j'ai pas besoin de faire d'allocation dynamique au côté utilisateur. Et la notion de type opaque, telle qu'elle est présentée par Sean Parent dans son implémentation, en fait, elle est basée sur une idée très simple, c'est que le fait qu'un objet soit polymorphe et doive gérer dans son sein un comportement polymorphe via un pointeur dynamique, c'est un détail d'implémentation et il faut l'implémenter en tant que tel, qui va permettre de garantir que côté utilisateur, j'ai fait un truc qui ressemble à ça et j'ai pas à me poser de questions. Et ce qu'on va même pouvoir faire, c'est faire en sorte que ce truc-là, il soit régular ou semi-régular en fonction de comment on se sent aujourd'hui vis-à-vis de la comparaison. Vous voyez. Mais on ne va pas se poser de questions. Il va y avoir du polymorphisme, il va y avoir de l'allocation dynamique, mais elle va pas fuiter dans le code utilisateur. Alors, comment cela est-il possible? Bon, alors on va garder ces petits trucs là dans un coin et on va essayer de reconstruire un peu ce truc. L'idée au départ, c'est de se dire, moi ce que j'ai envie d'avoir, c'est avoir une structure message. Et je veux pouvoir la construire à partir d'un certain nombre de choses, on va voir un peu après. Mais j'ai envie que cette structure message, en fait, elle se comporte selon une certaine interface. Alors cette interface, on l'a déjà vue, on va la reprendre ici, hein. J'aimerais grosso modo, qu'elle se comporte un peu comme celle-là. Alors c'est ce qu'on va faire. Sauf qu'au lieu d'hériter ou de faire whatever avec ce truc-là, en fait, on va l'emballer à l'intérieur. Voilà. Je prends mon truc et je le mets à l'intérieur. Bon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire que moi, ce que je contiens en termes de données, moi, c'est tout bêtement un unique PTR de cette interface. Je vais appeler ça, moi j'aime bien appeler ça un PTR. Donc en gros, c'est ça que je veux. Mais par contre, du coup, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'interface de message? Bon, il va très certainement falloir que je puisse avoir un message sans rien dedans. Bon, là, j'ai pas trop de choses à faire. Je vais rien mettre dedans. Il y en a deux autres qu'on va faire tout de suite parce qu'ils sont triviaux. Ça va être celui-là, là. Et puis celui-là. Hein, bon, voilà. Ceux-là, ils vont se comporter exactement comme on veut parce qu'UniPTR va bien faire son travail. On verra ce qui nous manque après. Et maintenant, ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est dire que je vais prendre n'importe quel type de message arbitrairement que je ne connais pas forcément. Et j'aimerais pouvoir dire, je le prends et j'en fais quelque chose parce qu'il faut que je puisse le stocker quelque part. Donc là, déjà, ça va être un peu plus compliqué. Là, on va s'apercevoir qu'il va falloir réfléchir. Et bien évidemment, je vais fournir mon interface.
Mais cette interface-là, elle est purement, enfin, pardon, elle est complètement non virtuelle. La seule chose qu'elle fait, c'est faire un truc du genre, voilà. Elle va juste forwarder au vrai truc derrière. Bon, alors le problème est le suivant, c'est que ici j'ai un truc qui apparemment doit hériter enfin doit fournir une certaine interface virtuelle ici. Là j'ai un type template arbitraire qui débarque. Comment je mets l'un dans l'autre en fait? Alors j'oublie toujours le nom du mec, mais il y a un mec qui a dit un jour que les problèmes en informatique, ça se résout simplement, on va juste rajouter un niveau d'indirection. Donc on va rajouter un truc qu'on va appeler le modèle. C'est un modèle de message. Le modèle de message, qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est une structure template. Elle contient un T qui est le bloc de données. Et ce que va faire cet objet-là, il va trivialement, entre guillemets, prendre un T et le stocker. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je vais avoir toute la quincaillerie habituelle. Celui-là. Je vais avoir celui-là. Alors, je le prends par... on va le prendre comme ça. Voilà, on peut faire les deux en fait. On peut faire ça et puis on va faire celui-là aussi parce qu'on ne sait jamais. Voilà, alors je me trompe une fois sur deux, mais normalement ça devrait être bon. Voilà, donc je peux le prendre comme ci, je le prends comme ça. Pas de problème. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre? Ben, il faut aussi que j'expose ce truc-là. Et là où ça va être intéressant, c'est que ce truc-là, lui par contre, ouais, lui il va hériter de message interface. Et lui il va être virtuel. Donc du coup, ça vient là. Et la seule chose que ça fait, c'est ça, c'est ici pour dire, ben en fait, tu sais quoi? Je vais demander à data de se serialiser. Alors, override, oui, mais avec le bon nombre de R. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, il va suffire que lorsque je construise ça, qu'est-ce que je vais faire? Ben, en fait, je vais faire un truc du genre, dans mon payload, je vais stocker une nouvelle instance dynamique de mon pointeur vers mon modèle. Donc, ça va être un truc du genre, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un std make unique, ça devrait être bon ça. Comment je l'ai appelé l'autre là? Message modèle. Message modèle de T à partir de petit m. Et puis c'est pas T, c'est MSG, c'est ça? Voilà, parce que je ne sais pas lire. Donc je construis un nouveau unique PTR vers ce message modèle de MSG. Ok. Après, il n'est pas content. Ok. Qui va emballer ce truc-là? Il va emballer un T. En fait, le T, je sais ce que c'est jusqu'à ici, en fait. Après, là, j'ai perdu l'information. Et c'est là où le voile tombe. C'est pour ça que le type, il est opaque. Parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a dedans. On a perdu l'info. On a perdu l'info sur le vrai type. La seule chose qu'on voit, c'est un truc vers une interface. Mais maintenant, ce qui va se passer, c'est que ben, n'importe quoi que je passe ici, qui est capable de rentrer dans le message modèle, d'accord, va pouvoir être stocké à l'intérieur de message. Alors, juste regarder 30 secondes pourquoi il n'est pas content. Ah oui. Bon, je vais juste enlever ça. Tac, tac, tac. Hop. Et on va pouvoir comme ça masquer un petit peu les trucs. Alors par contre, vous allez me dire, oui, mais enfin, qu'est-ce qui se passe si moi je débarque ici, là? Je suis pas content. Numéro 2. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, oui, ok. Voilà. Il y a quand même un truc que j'ai fait un peu comme une charrette, d'accord? C'est que là, je prends un type template arbitraire. C'est pas très, ça n'a pas l'air très bon, d'accord? Donc il va falloir voir un petit peu comment on peut faire ça. Alors pourquoi il n'est pas content? Oh, j'ai dû oublier une connerie. J'ai oublié un grosse bingo. Voilà. Donc il va falloir quand même se protéger du fait qu'on mette n'importe quoi dans un message. J'ai pas envie d'écrire ça. Ça m'intéresse pas. Ça. Ok. Alors ça pète parce qu'à un moment donné, il va me dire que j'ai pas le droit de faire ça. Mais la dernière chose que j'ai envie, c'est que ça me pète en plein milieu de l'implémentation. Alors on va laisser le type moisi. Là. On va laisser
44 là. Et ce qui est cool, c'est que bon, pendant un certain temps, c'était casse-pied. Et là où c'est rigolo, c'est que ça se combine assez bien avec un truc qu'on a vu aussi juste avant, qui est ça. Donc on va se trimballer aussi notre petit concept. Et ce que je vais dire, c'est que ce que j'attends ici, là, à l'entrée de message modèle, c'est ça. Voilà. Maintenant, j'ai quelque chose d'un peu mieux parce que c'est remonté d'un cran. Vous voyez, je suis plus en plein milieu de message modèle, je suis dans le constructeur de message. Et il me dit, c'est niet parce que ben, int, c'est pas sérialisable. Ce qui est pas faux comme point de vue. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est avec ces deux trucs-là, maintenant, on est protégé. Par contre, maintenant, voilà, si je vais remonter un peu ça, j'étais un peu optimiste. Là. Voilà, si je remets, du coup, ici un vrai truc, hop, hop, voilà, là, on est content. Et je pourrais appeler Serialize. Je vais le faire juste histoire de le faire. Juste pour aller jusqu'au bout du film. Voilà, ça marche. Ça fait, je sais pas ce que ça fait parce que j'en ai pas fait quelque chose de bien intéressant. Mais ça passe. On pourrait s'amuser à regarder quelle est la taille du vecteur que j'ai sorti. Bon. Par contre, il y a quelque chose. Oui, 9, très certainement. Par contre, il y a quelque chose qui est pas encore là. C'est que qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Ouais, ça va nous péter au nez parce que j'ai pas d'opérateur égal entre deux messages. Hein. Parce que la seule chose que j'ai mis pour l'instant, d'accord, c'est effectivement le fait que je pouvais me passer des R-value références vers des messages parce que je contiens un unique PTR et que du moment où j'ai un unique PTR, je ne peux pas être copiable. Bon. Alors là, il y a plusieurs stratégies. Il y a des gens qui vont considérer qu'en fait, effectivement, le type opaque qu'ils viennent de générer, il n'y a pas de raison qu'il soit copiable. Et on l'a vu qu'il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles il ne soit pas copiable. D'accord. Et ce qu'on va essayer de voir un peu derrière, c'est est-ce que il y a des cas où c'est intéressant que ça soit copiable, parce que du coup, le type devient vraiment régulier. Et du coup, ça va nous demander un peu plus de réflexion. Parce que qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Je vais naïvement tenter d'écrire ça. Et là, je me dis, ben, il faut que je mette quelque chose dans le payload. Mais la seule chose auquel j'ai accès, c'est le payload de M. Sauf que le payload de M, je ne sais pas quel type il y a derrière. Je sais vaguement que c'est quelque chose qui vérifie message interface. Donc on retombe sur un autre problème classique qui est le problème du constructeur virtuel, c'est j'ai un objet polymorphe, on me passe un pointeur à la classe de base et il faut que j'en génère une copie du bon vrai type qu'on fait qui est derrière. Et c'est pas trivial. Bon, alors là, en général, on ne se casse pas les pieds non plus, on va botter en touche. C'est que ce truc-là, comme il est relativement local, on va faire un truc qui n'est pas très très propre vis-à-vis de Solid, c'est qu'on va lui donner un autre bout d'interface. Et cet autre bout d'interface, la seule chose qu'il va faire, c'est renvoyer une copie de lui-même. Alors, une IPTR avec les lettres dans le bon ordre. Ça, c'est pro tips. Et on va appeler ça clone. Alors, soit ça prend un truc en paramètre, soit ça fait une copie de lui-même parce que ça suffit, ça c'est au choix. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut que mon message modèle il soit aussi responsable de faire ça. Hop, 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 hop. Et là, on va faire un truc du genre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc du genre, je vais renvoyer. Renvoyer, j'ai dit. Je vais renvoyer un mec unique. Alors, un mec unique de quoi? Un mec unique de moi. Hop. Et que je vais construire en copiant T. Voilà. T qui s'appelle data. Voilà. Bim bam poum. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire ici? Ben, j'ai juste à faire un truc du genre, ben, je vais prendre le payload de M et je vais lui demander de se cloner.
Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, d'accord? Mais lui, il sait. Donc, on va lui dire d'aller voir là-bas et de faire ce qu'il fait. Et une fois qu'on a celui-là, bah, il faut faire l'autre, qui va marcher sur un système un peu similaire en termes d'écriture. Hop, hop, hop. On va faire ça de manière un petit peu, comment ça s'appelle? Un petit peu, comment dire? Un petit peu direct. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça. C'est je vais appeler le constructeur de copie et puis je vais me swapper avec le alors il faut que j'ai un swap, mais swap, c'est fastoche. Swap, c'est, je prends un message M, hop, et je vais demander à ce que pardon, mon payload se swap avec le payload de l'autre personne en face. Voilà, c'est un grand classique, c'est la copie par constructeur de copie plus swap. Ici, ça suffit. Et il n'est toujours pas content parce que j'ai dû oublier un truc quelque part. Voilà, ben, parfait. Voilà, ça does not override. Pourquoi ça does not override? Oui, parce qu'il faut que ça renvoie. Euh, il est const. Voilà. Vous voyez, j'avais oublié le const et j'ai override qui est venu pour les fesses. Et du coup, en faisant ça, là, en ayant ce petit constructeur de copie et cet opérateur égal et ce petit swap là, ben, notre type là, c'est un type normal. Il se copie, il se met dans un vecteur. On va essayer de voir si ça marche. Ah, hop, ça marche. Et si je demande à aller chercher les éléments M du vecteur V pour afficher leur taille, parce que je ne peux pas faire grand-chose d'autre ici de manière intéressante. Hop là. Et je vais avoir un certain nombre de... Qu'est-ce que j'ai fait pardon. Serialize, one size, hop. Voilà. Et j'ai un certain nombre de données dedans. Alors, ce qui est intéressant avec ce système-là, c'est que voilà, là, ici, là, je manipule des types. Et c'est des types normaux. Je copie, il n'y a pas de unique PTR autour. Tout ça, là, tous les petits types ici, c'est des types normaux. Ils héritent de rien. Donc, c'est quelque chose qu'on peut ensuite réadapter assez trivialement, même sur des types qu'on ne contrôle pas, au moment où ils vont avoir la bonne l'interface qui nous intéresse. Alors oui, il n'y a pas de miracle. Il y a de la location dynamique, il y a du polymorphisme dynamique, mais c'est un détail d'implémentation de message. En fait, le fait de faire ça, de pouvoir répéter ce modèle quasiment à l'infini d'ailleurs, c'est vachement intéressant parce que ça permet de résoudre un peu ces problèmes de j'ai pas envie que les gens ils surchargent les trucs virtuels parce qu'ils vont se tromper. J'ai pas envie de demander aux gens de faire des uniques PTR parce qu'ils vont souffler. Et ils vont oublier que ça se copie pas, et ils vont oublier que ça se move, et ils vont faire des moves n'importe comment. Alors, on leur donne des types réguliers. Fin. Et ça se passe comme ça se passe. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on peut utiliser ça pour faire autre chose que des exemples un peu bidons. Et je vais terminer là-dessus. Un truc que j'ai fait récemment, c'est reprendre un projet qui traînait dans les tiroirs depuis un moment donné, qui est une bibliothèque de gestion de tableaux multidimensionnels pour faire du calcul numérique. On y reviendra une autre fois. Et en fait, on avait besoin de faire un truc. Je ne sais pas si ça a switché là. Oui, ça a switché. Parfait. Qu'est-ce que je veux dire? Non, c'est pas là que je voulais aller. On va faire pneu. Il y avait un truc qui m'embêtait qui m'embête d'ailleurs dans le design des tableaux et des structures qui ressemblent à des conteneurs, c'est le fait de se trimballer un allocateur dans le typage template. Et un truc que je voulais faire, c'était de faire un truc un peu radical dans 2 dimensions, me débarrasser du type allocator dans les paramètres template, et aussi, mais ça c'est subordonné, me débarrasser des allocators à la STD que je trouve complètement dégueulasse. Comme on est dans un cas assez bien précis, hein, de calcul numérique, etc., on a des choses sur lesquelles on peut consentir. Et un des trucs sur lesquels on peut consentir, c'est que les allocations, on ne va jamais les faire dans le chemin critique. Les tableaux qu'on va manipuler, ils sont souvent dimensionnés une fois et c'est terminé. Et on voulait avoir autre chose que juste des allocateurs qui wrap malloc et free, donc on voulait pouvoir
changer de truc. Donc on a fait deux choix. On a décidé d'avoir des allocateurs à l'Alexandrescu. Si ça vous intéresse, je ferai un sujet plus tard là-dessus. Mais en gros, l'idée, c'est que les allocateurs, ils allocatent. Donc, vous leur donnez une taille en octets, ils vous renvoient un bloc de mémoire avec la taille qui a été vraiment allouée. Il n'y a pas de construct, il n'y a pas de destroy, il n'y a pas de paramètre template. C'est un nombre d'entiers qui rentre, un voile d'étoile qui sort. Voilà. L'idée, c'était d'avoir ça comme base. Et ensuite, on banane. Il n'y a pas de CRTP, il n'y a pas de classe de base sur les allocateurs. Les allocateurs, c'est un truc avec une fonction qui alloue dedans et une fonction qui désalloue. Et du coup, on va faire des types opaques. Et en fait, on va faire en sorte que nos allocateurs soient semi-réguliers. Pour qu'en fait, on n'ait pas à se casser les pieds, à savoir si est-ce que je copie l'allocateur quand je copie le conteneur, est-ce que je le move, est-ce que je le move pas, je le prends, je le copie. Fin. Voilà. Parce que la plupart du temps, ça va rien me coûter de toute façon. Voilà. Donc, c'est des choix un peu radicaux, mais on se dit, on va voir jusqu'où ça peut aller. Bon, je passe rapidos sur le bloc de mémoire qui est renvoyé par notre allocateur, mais en gros, c'est ça. Hein. Il y a un void d'étoile, un length, et il y a des petites fonctions pour les gérer. Mais ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'un allocateur, pour nous, c'est quelque chose qui va prendre une taille et renvoyer un bloc, ou prendre un bloc et le détruire, le rendre au système. Donc, en gros, si j'écris notre heap allocator qui est basé sur malloc, ça ressemble à ça. C'est deux lignes. Voilà. Il y a allocate, il y a désallocate. J'ai mis un swap, mais en fait, a posteriori, je pense qu'on n'en a pas besoin. Mais voilà. Et c'est un type concret. Il n'y a pas de CRTP, il n'y a pas de virtual, il n'y a que dalle. Il y a allocate, désallocate. Bon. Et on reconstruit un peu avec le. Oh, pardon, excusez-moi. J'ai mon truc qui a glissé. Voilà, pardon, excusez-moi. J'ai un truc qui rame, je ne sais pas pourquoi. Alors, on va faire comme si on n'avait rien vu. C'est là, c'est pas là, c'est là. Donc, on a un concept d'allocateur, du coup, qui dit en gros, voilà, ben, j'alloue, je désalloue, et quand j'alloue, ben, je renvoie des blocs. Et je suis swappable et je suis semi-régulier parce que c'est exactement ce que j'ai envie d'avoir. Donc, ensuite, on a notre ini allocator qui est construit comme ce qu'on a vu. Donc, il y a notre API d'allocation, désallocation et de copie polymorphe. On a notre modèle, et en gros, on fait ce qu'on a vu tout à l'heure et on rebalance les allocates et les désallocates. Et la question qu'on se posait, c'était est-ce qu'on n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied parce que il y a une IPTR, il y a des copies, il y a des appels virtuels. Est-ce que ça ne va pas foutre par terre la vitesse à laquelle on alloue la mémoire? Donc, on a fait des benches. Alors, on a fait plusieurs benches. Le premier bench qu'on a fait, c'est un truc où on essaye d'être gentil. On fait des successions de allocations, d'allocations de gros blocs et le code est écrit de façon à ce que le compilateur soit capable de dévirtualiser. Il voit tout le code, il n'y a pas de blague, etc. Donc on s'attend à ce qu'il fasse au mieux et effectivement il fait au mieux puisqu'on n'a quasiment pas de surcoût. On passe de 86-31 Glooby Boobga à 88-33, ce qui est, voilà, c'est même pas, c'est à peine, c'est complètement négligeable. Voilà, Quickbench nous dit d'ailleurs que c'est quasiment le même temps. Oui. Et après, on a essayé de faire des trucs un peu méchants. On va faire des allocations de 16 mégas dans un scénario où le compilateur ne peut pas dévirtualiser parce qu'on a foutu des no inline où il fallait, les trucs séparés dans des fichiers. Enfin, on tire au hasard l'allocateur avec lequel on va bencher, on met tout ce que vous voulez. Et on fait plein d'allocs et on désalloue tout à la fin. Donc en gros, le malloc est obligé d'aller chercher des trucs, ce qui correspond un peu plus à notre schéma d'utilisation. Voilà. En gros, on oscille entre 4627 nanosecondes par opération et 4553 à plus ou moins 8%, plus ou moins 3%, ce qui fait que grosso modo, c'est pareil. Que ce soit la version concrète ou la version opaque. Et après, on pourrait se dire, ouais, mais 16 mégas, il y a suffisamment de temps dans l'allocateur pour aller chercher les 16 mégas. Qu'est-ce qui se passe si je fais des tout petits blocs 256 octets, pareil, j'en fais plein et je ne peux pas les virtualiser. Ben, on est pareil, on est à 182 plus ou moins 4% et 187 plus ou moins 4%. Ce qui au final fait que c'est quasiment pareil pour ce qu'on mesure. Donc du coup, c'est plutôt intéressant parce qu'on a ce système-là qui est assez intéressant dans le sens où on a du polymorphisme, mais il n'est pas là où on l'attend. Et en fait, sur ce genre de tâches, pour nous, ça n'a pas d'impact. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Donc, pour conclure, voilà. Donc, je voulais un peu présenter cette technique, parce que je sais que ce n'est pas forcément des choses qu'on voit régulièrement. Et
on voulait un peu aller jusqu'au bout du truc en se disant si on prend un vrai use case, est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a comme, comme temps, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. C'est un truc que j'aime bien avoir dans mon escarcelle d'outils pour le design d'API, parce que des fois, c'est exactement ce qu'on va vouloir. On a envie d'avoir quelque chose qui a cet aspect dynamique. Voilà, pardon, excusez-moi. Cet aspect dynamique, c'est une bonne alternative à faire que des templates ou à faire mais ça les intéressant dans le sens où on n'a pas à influer. Merci beaucoup pour votre attention. Je crois qu'il y a des questions. Du coup, on va peut-être répondre aux questions. Qu'est-ce qu'on a? Mince. Où est-ce qu'on est? Alors, pour toi, les concepts signent-ils la mort du CRTP? C'est Loïc qui pose cette question, c'est ça? Euh, non. Euh, oui et non, parce que comment dire? À terme, non. Enfin, à terme, oui, pardon, excuse-moi. À terme, oui, parce que du coup, tu vas avoir ton armada de fonctions où tu vas juste demander une interface via la vérification d'un concept. Et ça t'élimine toute cette nécessité d'avoir la boîte qui prend le type et qui vérifie que c'est bien ce qu'il faut. Je pense qu'en phase transitionnelle, on va encore se taper du CRTP pendant quelques années pour plusieurs raisons. Par contre, j'ai plus le numéro en tête. Les concepts plus la proposal sur le deducing this, je ne sais plus laquelle c'est. Ça, par contre, ouais. On prend le CRTP, on le plie en 4 tiroirs et on le range dans un musée. Parce qu'en fait, entre la déduction automatique de this sur les trucs, la manière dont tu vas pouvoir juste écrire une structure qui rappelle l'autre sans savoir d'où elle sort et les concepts au bon endroit, c'est terminé. Tout le CRTP devient une ligne en fait. Et donc du coup, tu vas pouvoir juste écrire des choses qui te demandent. Je crois que dans la dernière version du papier, tu as une paire de Tony Tables avec justement l'exemple du CRTP avant et le truc qui fait 3 lignes après. Et du coup, c'est ça combiné avec le reste qui va faire que ça y a la plus. Ce qui, si j'étais méchant, c'est pas plus mal que ça disparaisse. Parce que ça fait vraiment partie des trucs où tu sens que tu fais des sauts dans des cercles enflammés juste pour arriver à faire quelque chose de trivial au final. Donc si ça disparaît, ça sera très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pom, pom, pom. Ça c'est bon du coup. Alors, en quoi les concepts esquivent la classe de base fragile? On pourrait avoir des concepts fragiles de la même façon. Très bonne question. Euh, euh, ça l'esquive pas. Je pense pas qu'on puisse dire que ça l'esquive. Euh, Sauf que normalement, enfin, comment dire, il y a, tu as moins de chances, de devoir revenir sur un concept que de revenir sur la structure d'une interface virtuelle. D'expérience, j'ai écrit des concepts en général, c'était moulinage de cerveau pour arriver à trouver le truc qui va bien, et tu tires une fois ou deux, c'est terminé, et ensuite c'est figé. D'ailleurs, il y a pas mal de discussions, par exemple, dans le comité sur les bibliothèques. Et les gens sont par exemple extrêmement frileux à figer des concepts dans des bibliothèques avant d'être bien sûr que c'est bien ce qu'on veut. C'est un des problèmes, par exemple, avec toutes les propales sur l'algèbre linéaire, où en fait, quand tu regardes ça de loin en biais, tu pourrais dire, ah ouais, mais là, on pourrait coller un concept. Et en fait, personne n'est d'accord sur ce concept. Et les gens prennent sur eux de ne pas le mettre tout de suite tant qu'on n'est pas sûr. Donc, c'est peut-être un problème aussi de comment on arrive aux choses. Moi, d'expérience, je sais que les problèmes de classe de base fragile, c'est toujours un drame quand les gens font du top-bottom. Ils sont persuadés d'avoir une vision claire de ce qu'il faut faire dans leur interface, ils le font, et c'est que quand ils arrivent dans l'implémentation, ils s'aperçoivent qu'ils ont oublié des trucs. Alors, quand tu fais du bottom-up, c'est-à-dire que tu vas avoir des cas concrets que tu vas organiquement réorganiser en interface virtuelle, là, tu te trompes moins et tu as moins souvent besoin d'aller toucher ce truc-là. Et les concepts, de la manière dont ils sont faits, c'est souvent du bottom-up qui t'amène à faire apparaître un concept. Enfin, la bonne manière de faire. Tu
si tu faisais la même chose avec les concepts qu'avec le reste, c'est-à-dire tu débarques en disant le concept c'est ça et sur mon corps mort et refroidi on le change, tu aurais le même problème. Donc après, est-ce que c'est spécifique au concept ou si les gens faisaient du design d'interface virtuelle dans le bon sens, ça irait mieux, je ne sais pas trop. Mais si tu utilises mal l'outil, tu vas avoir le même problème. Donc pour moi, ça ne les élimine pas. Il y a le même risque, mais ils ne sont pas au même endroit. Alors, est-ce que c'est une variante hybride de l'idiome à l'enveloppe lettres? C'est exactement la réflexion que je me suis faite en regardant le talk initial, dans le sens où j'étais là à me dire, mais c'est pas. Alors, c'est pas enveloppe lettres, c'est pas stratégie en fait là, qu'on est en train de faire aussi, ou est-ce que c'est pas un, de ces, euh, un de ces design patterns que tu as fait oui oui de la tête quand tu as essayé de te l'apprendre et en fait tu savais pas que ça allait servir un vrai jour. Je pense qu'il y a un peu de ça, mais amené différemment. C'est amené comme une solution technique à une problématique de qualité d'implémentation, plutôt qu'une espèce de motif que tu as envie mettre en avant. Mais je pense que fondamentalement, c'est la même idée. Je pense que c'est arrivé tard parce qu'il fallait qu'on ait toute cette espèce de convergence de petits outils, une IPTR, sa maîtrise propre, cette idée d'avoir des classes templates à l'intérieur d'une classe qui ne l'est pas, le fait d'avoir des concepts qui permettent de la protéger. Et tout ça, ça a convergé vers avoir ce truc-là. Je pense que si on grattait un peu, oui, je pense qu'on doit pouvoir lui trouver une filiation soit à celui-là, soit à un autre. Alors, y a-t-il un moyen hors macro d'éviter d'écrire 3 fois l'interface que doivent fournir les vraies classes? Donc ça, c'est très certainement ici, je suppose. Dans cette partie-là. Le fait de l'avoir là, et puis là, et puis encore là. C'est ça, Loïc? J'ai peut-être mal compté parce qu'il y a aussi dans le concept. Ouais, et le concept. Mais le concept, Pas de la même forme exactement, mais oui. il y a la même idée. Alors, je pense pas. Ou alors c'est une question piège pour me dire il faut attendre l'intersection, c'est ça? Non, non, c'est pas piège du tout, Non, non, je pense qu'il y en a pas. c'est le point qui m'a le Euh, plus gêné dans ce ouais, pattern-là, c'est qu'une fois que c'est en place, ça a l'air de bien marcher, ça marche super. mais la quantité de code qu'il faut arriver à écrire Ouais, pour le mettre en place, je trouve que c'est un peu disproportionné. C'est ça qui, jusqu'à présent, m'a freiné un petit peu, en fait. c'est pas faux. Moi, j'avais un peu ce point de vue-là aussi à un moment donné. Et disons que moi, je le prends un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça me donne une bonne, c'est une bonne incentive pour réfléchir à qu'est-ce que tu as envie de mettre dedans pour faire le travail proprement une seule fois. Je pense pas que je pense pas que tu aies de moyens simples parce que les 3 trucs, c'est vraiment, enfin les 4 trucs si on troll jusqu'à aller remonter au concept. Mais le concept pour moi il est forcément à part parce que c'est vraiment une entité qui a aucun sens, enfin qui est pas de la même, c'est pas la même kind que les autres. Mais après la boîte et les 2 morceaux dedans, j'ai pas trouvé de. C'est pour ça qu'il y a une moyenne simple. Effectivement, on pourrait faire une macro, et je pense que pour le coup, ça serait un cas où la macro est pas stupide parce que ça fait le boulot d'une macro, ça te réplique du code non trivial que tu n'as pas envie de faire à la main. Et j'aurais tendance à dire que c'est pas dégueulasse. Enfin, c'est pas une macro dégueulasse, quoi. Et puis si je vivais dans le turfu, effectivement, tu as envie d'avoir une métaclasse opaque type qui fait tout ça pour toi, quoi, tu vois. C'est-à-dire que ça liste les membres et puis ça les met dans les 3 trucs et puis tu es content, quoi. Mais d'ici là, ouais, macro. Macro ou alors, bon. Moi, je sais que j'ai eu à le faire 2, 3 fois et en fait, c'est pas. Comment dire? C'est un truc qui se copie-paste bien. J'ai honte de dire ça, mais je sais que j'en ai écrit un une fois, deux une fois et le troisième, je me suis aperçu qu'il ressemblait quand même drastiquement au premier. Je l'ai repris tel quel, j'ai changé les noms et j'ai rajouté les 2 trucs qui manquaient, etc. Donc ça, cet avantage-là, que c'est suffisamment régulier. Et du coup, si c'est tellement régulier que tu t'en sors avec un copier-coller façon grand-mère russe, je pense que tu peux faire une macro et je pense vraiment que c'est la meilleure solution. Si vraiment c'est quelque chose qui bloque, parce que je pense que c'est vraiment le use case macro canonique. Tu vois. Et c'est pas un truc qui me ferait sursauter en revue de code ou en discussion sur ce truc-là. Voilà. Et oui, ben, j'allais en parler très bien. Merci Jérémy de me
ouais, si vous voulez faire un petit peu de trucs, comment ça s'appelle mince. Un petit peu plus générique sans avoir vous casser les pieds. Ouais, il y a la bibliothèque Dino de Louis Dion qui est pas mal et qui permet de construire un peu ces choses-là. Il y avait le truc aussi de comment il s'appelle de Steven Watanabe, mais qui date d'il y a un milliard d'années, je sais pas où ça en est. Il y avait un boost Hyperazure à un moment donné. Et l'idée, c'était de dire qu'en fait, vous pouviez faire un type type érasé en héritant d'une liste de types qui vous dit exactement les bouts d'interface que vous voulez avoir. Donc, en gros, c'est comme une espèce de boosténie. Toute la machinerie était déjà gérée, sauf que vous pouviez contraindre à dire j'ai besoin de plus, de moins et d'insertion dans un flux. Et ça mettait via des injections de fonctions, de membres amis cachés, ça rajoutait exactement le strict nécessaire que vous aviez besoin. Et du coup, ça permettait comme ça de construire des trucs. Par contre, ça marche qu'avec les opérateurs et on va dire les fonctions un peu pseudo-opérateurs, genre swap et compagnie. Mais si tu as besoin d'un type qui s'appelle Zorglub et qui a une fonction Bulga, ben, t'es cuit parce que tu n'as pas ce qu'il faut. Mais il y a des choses qui tournent autour de ça. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc voilà. Donc c'est pas forcément un truc que je vais sauter partout en me disant mon Dieu, il faut faire plus que ça parce que c'est trop de la balle et ça résout les problèmes de fin dans le monde et tout ce que vous voulez. Pour moi, c'est un bon truc à avoir dans sa boîte à outils parce que des fois, c'est exactement ce qu'on veut. Et c'est un truc un peu, comment dire, c'est pas compliqué à mettre en œuvre une fois qu'on l'a vu faire une fois. Moi, je sais que j'ai fini par l'absorber en faisant un truc à base de. Je regarde avec mon œil droit la vidéo de Sean Parham sur le sujet et j'essaie de copier en même temps avec mon œil gauche de l'autre côté et en faisant des allers-retours histoire de bien voir comment ça marche. Et c'est quelque chose qui reste après musculairement dans les doigts. C'est assez facile à la remettre. Donc il faut savoir que ça existe. Il faut être conscient de ces propriétés-là qui sont assez intéressantes. Et c'est quelque chose qu'on peut ressortir de manière, on va dire, assez fastoche quand on en a besoin, sans avoir à ressortir à des choses atroces comme STDNI ou d'autres billbossés du même genre qui déplacent le curseur complètement de l'autre côté. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que je suis sur la Vas-y, 5e vas-y, vas-y, question. vas-y. Le truc de Sean Parent qui a proposé, polymorphic value, Ouais. c'est un truc qui permet d'être un détail d'implémentation de ça? C'est un remplacement de ça? C'est un truc qui a rien à voir? C'est cette idée-là, mais poussée, on va dire, à un point où tu peux t'en servir comme de. Enfin, ça devient vraiment un idiome à part entière. Mais c'est la suite logique de ça. Il y a deux, trois détails supplémentaires que je ne vais pas trop sortir tout de suite, mais c'est la même idée. Et l'idée, c'est de pouvoir dire, voilà, j'ai une valeur, mais son comportement est polymorphique. Et le fait de dire que ta valeur a un comportement polymorphique, c'est un peu ce qu'il dit avec ça, c'est que c'est un détail d'implémentation. Donc tu le masques, et tu masques le maximum que tu peux que ça, et tu as une valeur, elle est polymorphe. Voilà. Et donc c'est un peu un raffinement de cette idée-là. Je sais qu'il y a des choses qui sont légèrement différentes, mais c'est vraiment très très peu. Et, mais c'est dans la même veine. C'est dans la même veine. On pourrait, voilà, on pourrait voir à voir un peu. Je crois que un des trucs qu'il n'y a pas, c'est que il rajoute les histoires de comparaison qui ne sont pas dans cette version-là et tu as des problématiques cheloues qui apparaissent parce que du coup, tu veux comparer A avec B, mais A et B, c'est le même type, etc. Et comme faire le truc d'avant. Et je ne sais plus comment il s'en sort. Il faut que je ressorte les trucs. Je sais, j'avais regardé, mais ça rajoutait des choses qui pour moi étaient hors scope de ce qu'on avait besoin, donc je n'ai pas gratté plus que ça. Mais c'est la même idée. Enfin, c'est la même idée. C'est la même autoroute, entre guillemets. Ok. Parfait.